Les taux de fret maritime ont explosé depuis un peu plus d'un an aujourd'hui. Le chiffre que vous pouvez retenir, c'est ce fameux 5 fois, puisque les taux de fret, notamment à l'import, ont quintuplé. C'est l'ordre de grandeur aujourd'hui. Il y a évidemment les sujets la crise du Covid qui sont à l'origine de ça. Il faut aller un peu plus loin pour essayer de comprendre cette situation-là. Les compagnies maritimes qui, jusque-là, opéraient des dessertes régulières sur les principaux trades avec des taux de fret qui étaient relativement stables, ont laissé place à une série de facteurs. La première chose, c'est le boom tarifaire que vous avez suivi et subi, une situation globale de peak season à peu près permanente, avec des problématiques de capacité et disponibilité d'équipement que vous connaissez aussi, et de manière générale, une très forte dégradation opérationnelle sur un nombre très important de services des compagnies maritimes de manière générale. Le point important, je pense, c'est de dire qu'il y a un changement de paradigme tarifaire chez les compagnies maritimes, que le marché tel qu'on l'analyse aujourd'hui, c'est un marché qu'on qualifierait de capacitaire. Donc, c'est-à-dire que le rapport de force, à notre sens, est très largement en faveur des compagnies maritimes qui fixent désormais leurs prix de manière plus opportuniste, différenciée et je dirais avec une visibilité plus court terme que ce qui a pu exister auparavant. Notre avis, évidemment, qu'on vous partagera plus en détail, c'est que cette situation est là pour durer. Puisque la gestion globale des sujets de capacité et les fondamentaux de cette situation ne sont pas amenés à changer demain. Ce qui veut dire que les taux de fret qu'on perçoit aujourd'hui, alors même s'ils sont encore plus élevés en ce moment et qu'on remarque une réenvolée avec un début de stabilisation qui avait eu lieu il y a quelques mois, on pense que ces taux de fret sont la nouvelle donne, en tout cas pour l'avenir tel qu'on peut le prévoir aujourd'hui, et qu'il ne faut pas s'attendre à un changement brutal ou à un retournement de marché pour revenir à des taux qu'on a pu connaître il y a encore un an et demi ou 2 ans. Le point important, c'est de connaître les enjeux opérationnels et financiers qu'on va vous présenter. Sur ce, je vous propose de laisser la parole à Jean de Lavernée, qui est notre responsable procurement et qui sera le mieux placé pour vous présenter cette présentation. Je lui laisse la place. Merci Arthur et merci à vous tous de vous être joints à nous pour ce webinaire. Alors pour nous, l'objectif de ce webinaire est double. Il s'agit de vous proposer des explications à l'explosion des taux de fret que vous connaissez depuis plusieurs mois. Et il s'agit également de partager avec vous quelques recommandations pour bien s'adapter à la transformation du marché qui a lieu actuellement. On verra d'abord comment l'année 2020 a bouleversé le marché du transport maritime conteneurisé. Et alors évidemment, les événements de cette année sont bien connus de tous, mais le but est de cerner les principaux éléments perturbateurs pour le marché maritime. Ensuite, on verra en quoi il y a un avant et un après 2020 et on s'intéressera à la façon dont la nouvelle donne du transport maritime s'est installée comme une nouvelle norme. Enfin, on se penchera sur les recommandations de pragmatisme et de flexibilité qui peuvent être données pour évoluer sereinement dans ce nouveau contexte. Alors, la crise de 2020 a ébranlé le marché du transport maritime conteneurisé. Récapitulons un peu. Au premier semestre 2020, la crise sanitaire a forcé les compagnies maritimes à réduire très fortement la capacité opérée sur les principaux trades. Le développement rapide de l'épidémie, les confinements en Chine puis dans le reste du monde ont provoqué des interruptions d'activité pour certaines entreprises, ainsi qu'un fort ralentissement des exports. Par conséquent, la demande de transport maritime a largement chuté et les compagnies maritimes ont été forcées de suspendre une partie des dessertes opérées sur les principaux trades. Par exemple, la capacité moyenne opérée chaque semaine sur le trade Asie-Europe du Nord passe de 410 000 TEU en janvier 2020 à 340 000 TEU en mai 2020. Par ailleurs, cette période de crise aiguë a été marquée par un climat de très forte incertitude quant à la reprise de l'activité, tant sur sa vigueur que sur l'horizon temporel. Cette incertitude a considérablement freiné les compagnies maritimes dans leurs investissements pour le développement de leur flotte de navires et de conteneurs. Ainsi, entre 2019 et 2020, la flotte mondiale de conteneurs décroît, et ce pour la première fois depuis plusieurs années.
Ainsi, on se trouve à la fin du premier semestre 2020 dans une situation marquée par 4 facteurs. Forte baisse de la demande, baisse de la capacité opérée sur les principaux trades, diminution de la flotte mondiale de conteneurs et gel de nombreuses commandes pour de nouveaux navires porte-conteneurs. Ensuite, au deuxième semestre 2020, la reprise rapide et massive du commerce mondial mène le transport maritime à saturation. On assiste en effet à un rebond de la demande de transport maritime. D'abord, les trafics historiques reprennent en lien avec la reprise économique globale. Ensuite, il y a une très forte demande pour le transport d'équipements de protection individuelle, masques, gants, visières et lunettes de protection. La forte demande est également portée par l'essor colossal du e-commerce et l'essor de la consommation de biens en général. Et enfin, on voit un effet de report des transports prévus au semestre précédent, premier semestre 2020, et suspendus à cause de la crise. Tous ces facteurs alimentent un puissant retour de la demande de transport maritime au deuxième semestre de l'année 2020. Mais l'offre de transport maritime se reconstitue péniblement au cours de ce semestre de 2020. Premièrement, les compagnies maritimes augmentent la capacité opérée sur de nombreux trades, mais cela ne suffit pas à répondre à l'augmentation de la demande. Deuxièmement, lorsque la demande repart à la hausse, la pénurie de conteneurs frappe importateurs et exportateurs de plein fouet. Et troisièmement, la productivité des terminaux est fragile. En effet, des cas avérés de Covid provoquent des quarantaines et donc des réductions d'effectifs, temporaires mais soudaines, qui pénalisent la productivité des terminaux. Donc, le transport maritime conteneurisé connaît un phénomène de saturation sur tous les principaux trades. Fin 2020, les navires sont pleins sur tous les principaux trades et on note un début d'explosion des taux de fret. Entre juin et décembre 2020, les taux de fret sont multipliés par 2 sur le trade Asie-USA et par 4 sur le trade Asie-Europe. On assiste progressivement à une saturation, en plus de tout cela, des grands terminaux. Conclusion, on se trouve à la fin de l'année 2020 dans un état de perturbation inconnu depuis 20 ans. L'organisme Alphaliner a comparé l'explosion du marché qui a eu lieu au deuxième semestre de 2020 à l'explosion qui avait eu lieu suite à l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Situation historique donc. Alors, cette crise majeure, historique, a provoqué une transformation du marché qui s'impose désormais comme la nouvelle norme. Avant 2020, les compagnies maritimes suivent une course à la capacité et aux parts de marché, parfois au détriment de la rentabilité. Cela mène à un phénomène de commoditisation. Alors, qu'entend-on par commoditisation du fret maritime? C'est l'extrême standardisation du service de transport maritime qui aboutit à une situation dans laquelle le seul facteur différenciant est le prix. En effet, l'offre est alors abondante et tend à se standardiser. Toutes les compagnies proposent des départs réguliers avec des transit times semblables. Et il y a 2 conséquences néfastes de la commoditisation. La première conséquence néfaste, c'est la guerre des prix et une concurrence destructive. Pour maintenir sa position, une compagnie maritime, dans ces conditions, doit parfois accepter une rentabilité très faible, ce qui est périlleux. Un exemple marquant est la faillite de la compagnie maritime coréenne Hanjin Shipping, actée en 2017. La deuxième conséquence négative et néfaste de la commoditisation est une baisse de la qualité de service. Forcées de vendre au moins cher, les compagnies maritimes ne peuvent assurer une qualité de service élémentaire et peuvent encore moins développer des services à plus forte valeur ajoutée. En revanche, depuis 2020, particulièrement, on note une volonté des compagnies maritimes de gagner en rentabilité, quitte parfois à perdre des parts de marché. Pour ce faire, 2 leviers sont mis en œuvre depuis 2020. Le premier levier pour gagner en rentabilité est la gestion opportuniste de la capacité. En cas de baisse de la demande sur un trade, les compagnies maritimes recourent au blank sailing pour ajuster la capacité opérée et optimiser le remplissage des navires. C'était bien sûr déjà le cas auparavant, mais on note que les compagnies font cela de manière beaucoup plus réactive désormais. Au contraire, en cas de hausse de la demande sur un trade, les compagnies recourent au chartering pour augmenter la capacité opérée ou affectent de plus grands navires au trade concerné. Certaines compagnies ont par exemple prévu d'augmenter la capacité opérée sur le trade Asie-Europe cet été. Le deuxième levier mis en œuvre pour gagner en rentabilité est la construction d'une offre tarifaire qui devient plus différenciée, plus réactive et plus efficace, plus équitable.
Depuis 2020 particulièrement, cette offre est plus différenciée. Sur un axe donné, avec une compagnie donnée, on peut avoir deux possibilités. Soit on achète le fret à un niveau standard avec une garantie de chargement faible, c'est-à-dire que le conteneur peut subir un rollover, soit on achète le fret avec un service premium, un taux de fret plus élevé, mais avec un engagement de la compagnie à faire charger le conteneur sur un navire visé. Depuis 2020, l'offre est également plus réactive. Les taux de fret varient rapidement, parfois semaine après semaine sur certains trades, et des surcharges comme des peak season surcharges peuvent être mises en place très rapidement. Et enfin, depuis 2020, l'offre tend à être plus équitable. Le principe de paying limit se généralise. La paying limit, c'est le niveau tarifaire en dessous duquel une compagnie maritime ne prend pas un booking à bord d'un navire. Actuellement, ce principe s'impose de plus en plus, quelle que soit l'importance du flux concerné, qu'il représente 5000 TEU ou 50 TEU par an. On arrive à une situation dans laquelle la nouvelle donne est amenée à durer et devenir la nouvelle norme. En effet, la qualité de service restera durablement dégradée dans les prochains mois. La forte demande entretient un phénomène de congestion dans les terminaux portuaires, dans les terminaux routiers et ferroviaires, ainsi que dans les centres de stockage et distribution. À cause de cette congestion, les délais de transport maritime sont considérablement rallongés sur tous les principaux trades. Et à cause de ces retards, on manque durablement de conteneurs, car chaque conteneur est utilisé plus longtemps pour un seul et même transport. Et les taux de fret devraient rester hauts sur la plupart des trades pour l'année à venir, voire dans les prochaines années. Pour trois raisons. L'offre sera insuffisante par rapport à la demande encore un certain temps, car le délai entre la commande et la livraison d'un nouveau navire porte-conteneur est de 2 à 3 ans. De plus, les taux de fret devraient rester hauts, car les compagnies ont besoin de favoriser la rentabilité et leur capacité à réaliser des investissements. Et enfin, les récentes tentatives de régulation des taux de fret par les associations de chargeurs ont échoué. C'est d'ailleurs un sujet qui est détaillé dans la dernière parution de notre média Le Chargeur. Alors, Le Chargeur, c'est un média gratuit qui résume l'actualité du fret en un email chaque semaine, outil assez précieux pour se tenir informé efficacement. Donc, nous pouvons vous donner un lien d'inscription pour vous abonner. Concrètement, la situation pour vos transports maritimes en 2022 sera probablement très similaire à celle de 2021. Alors, dans le cadre de cette nouvelle norme, donc, il s'agit d'organiser ces transports de manière pragmatique et flexible. Plusieurs recommandations de pragmatisme peuvent être formulées. Premièrement, privilégier les offres de fret premium. En achetant du fret premium, vous pouvez minimiser le risque de rollover, c'est-à-dire le risque que votre conteneur reste à terre. Deuxièmement, il s'agit d'accepter le principe de paying limit. Si un navire n'est ouvert au booking que pour un niveau tarifaire donné, c'est malheureusement non négociable. Troisièmement, il s'agit de prévoir les variations rapides des taux de fret. Les taux de fret changent toutes les 2 semaines sur certains trades, voire toutes les semaines. Et il faut garder en tête que le prix d'un transport peut évoluer à la hausse selon la date réelle de départ, si finalement elle ne correspond pas à la date estimée de départ. Quatrièmement, il faut accepter les éventualités de rollover. Le risque de rollover est désormais devenu structurel, malheureusement, et touche tous les acteurs du marché. En avril 2021, 39% des transports maritimes au départ des principaux ports mondiaux ont subi un rollover d'après Project 44. Cinquièmement, il s'agit d'établir des budgets de transport maritime sur des bases réalistes. Les taux de fret que nous connaissons actuellement devraient rester à un niveau élevé en 2022 et il est risqué de tabler sur un retour à la situation tarifaire de 2019. Par ailleurs, la flexibilité reste le maître mot et cela peut se traduire de différentes manières. Il est possible de changer de compagnie maritime si un booking se complique. Si la compagnie initialement choisie n'a plus que des disponibilités lointaines pour un transport, le commissionnaire peut vous proposer une autre compagnie maritime exploitant d'autres navires. L'offre de l'autre compagnie maritime peut être plus chère, mais peut permettre un chargement plus rapide de vos conteneurs. On peut éventuellement, par ailleurs, changer de routing pour éviter un port congestionné. Si, par exemple, le port de destination le plus proche du lieu final de livraison est très congestionné, votre commissionnaire peut vous proposer un autre port de destination. Là encore, la solution alternative peut être plus chère,
mais elle peut être également plus efficace. Il s'agit également de s'adapter à l'évolution de la paying limit. Si au cours de l'organisation d'un transport, il s'avère que la paying limit se rehausse au niveau du fret premium, le commissionnaire peut vous proposer de passer d'une offre de fret standard à une offre de fret premium dans le but de favoriser le chargement des conteneurs à bord du navire visé. Ensuite, il est parfois intéressant de changer de type d'équipement, de type de conteneur donc. Dans le contexte de pénurie de conteneurs que l'on connaît, il est possible d'accélérer la prise en charge d'une réservation par une compagnie maritime en choisissant un autre type de conteneur que les conteneurs classiques. Par exemple, certaines compagnies proposent actuellement d'utiliser des conteneurs réfrigérés non branchés, non-operating reefers, sur le trade Asie-Europe pour transporter des marchandises qui ne nécessitent pas de réfrigération. Cette option donne parfois de meilleures garanties de chargement. La raison à cela, c'est que ces compagnies ont besoin de renvoyer ces conteneurs réfrigérés d'Asie vers l'Europe et elles cherchent à rentabiliser ce transfert. Enfin, il faut parfois envisager de passer du maritime au ferroviaire. Pour des transports entre Chine et Europe, le transport ferroviaire constitue actuellement une alternative intéressante au transport maritime. Le ferroviaire est plus cher, mais aussi plus fiable et plus rapide que le maritime. Si vous souhaitez en savoir plus sur le ferroviaire, nous avons animé un webinaire dédié à ce sujet et nous pouvons vous transmettre le lien pour accéder au replay. En conclusion, il y a un message principal pour ce webinaire qui est qu'il y a désormais une nouvelle donne sur le marché du transport maritime conteneurisé et qu'il s'agit de s'y adapter. Il faut donc changer de référence tarifaire et opérationnelle. Changement de référence tarifaire car les taux de fret de référence dans les prochains mois, voire les prochaines années, sont sans commune mesure avec ceux de 2019. Et changement de référence opérationnelle car régularité et fiabilité des dessertes maritimes ne sont plus d'une évidence. En plus de ces changements de référence, il y a selon nous une nécessité d'adaptation des prévisions budgétaires et des méthodes. Adaptation des budgets, car un budget de transport établi pour 2022 peut difficilement ressembler à celui de 2019, et adaptation des méthodes, car les méthodes d'organisation des transports maritimes mises en œuvre doivent désormais tenir compte de la sous-capacité et de la volatilité du marché. Cela étant, vous pouvez compter sur la flexibilité et la réactivité d'Oversea pour vous aider à organiser vos transports maritimes dans ce nouveau cadre. Nous allons maintenant passer aux questions. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On ne pourra pas répondre à tout pendant le temps qu'il nous reste pour ce webinaire. En revanche, vous pouvez tout à fait m'écrire après le webinaire si vous n'avez pas trouvé de réponse à certaines de vos questions. Mon adresse email s'affiche à l'écran. Alors, il y a une question qui concerne les taux de fret maritime et l'éventualité selon laquelle ils pourraient continuer à augmenter indéfiniment ou s'ils allaient se stabiliser. La réponse est difficile à donner dans le contexte un peu imprévisible qu'on connaît actuellement. Cependant, les taux de fret sont à un tel niveau aujourd'hui et la dégradation opérationnelle est telle qu'on peut raisonnablement penser que ça ne peut pas être pire. Et donc, qu'on a atteint une sorte de plafond qui ne devrait pas nécessairement être dépassé. Alors, il y a également une autre solution, une autre question qui a été évoquée, qui est de savoir si, hors des solutions premium, on a des moyens de couvrir le risque de rollover. Il est possible de recourir à d'autres moyens, éventuellement, comme je l'évoquais, peut-être choisir un mode, choisir une compagnie dont on pense qu'elle a plus de garantie de chargement, essayer avec une autre compagnie. Cependant, le moyen le plus sûr et le plus concret et tangible d'assurer le chargement d'un conteneur à bord d'un navire, c'est probablement l'utilisation des offres premium, parce qu'elles ont été conçues pour cela par les compagnies maritimes. Donc, c'est vraiment l'enjeu dominant.
Alors, il y a d'autres questions également. On va prendre les questions au fur et à mesure. Alors, pour rappel, en effet, le replay de ce webinaire vous sera bien transmis. Donc, il n'y a pas de… Ce sera fait, en effet. Alors, il y a effectivement une intervention sur le ferroviaire qui est tout à fait intéressante. La personne parmi nous qui parle du ferroviaire évoque le fait que il y a de la congestion sur l'axe ferroviaire Asie-Europe, Chine-Europe en particulier. C'est tout à fait vrai. Cela étant, on arrive en ferroviaire à avoir des prévisions de chargement qui sont fiables et avoir des départs qui sont fiables. Et donc, en fin de compte, on a vraiment une notion de rapidité et de fiabilité qui est vraiment supérieure par rapport au maritime. Cela étant, comme on n'a rien sans rien, c'est plus cher que le maritime, en effet. Alors, il y a une question également sur la paying limit. C'est vrai que c'est un terme qui peut donner, peut partager, peut utiliser. C'est néanmoins une réalité. La question est comment peut-on connaître le paying limit appliqué par une compagnie maritime? Là, c'est une connaissance assez fine des taux qui est nécessaire et une étude suivie vraiment semaine après semaine. Et ça, c'est le commissionnaire qui va être en mesure de vous dire, voilà, moi, je vous fais cette offre. Cette offre, je pense qu'elle a la paying limit. Celle-ci qui est moins chère, elle est légèrement en dessous, donc il y a un risque de ne pas charger. Et c'est vraiment le commissionnaire qui va pouvoir vous aiguiller là-dessus parce que c'est une notion qui évolue semaine après semaine et qui est à déterminer selon les offres tarifaires de nombreuses compagnies maritimes. Alors, il y a effectivement une question très intéressante sur la notion des validités. La question est comment suivre les budgets si les taux de fret varient tous les 15 jours en fonction de la date de départ et non de la date de booking. Ça, c'est vrai que c'est un enjeu très, très compliqué à suivre, qui est que, en effet, les taux de fret sont donnés pour la plupart du temps pour une date de départ donnée. Donc, on peut avoir passé un booking à une certaine date et finalement, pour différentes raisons, notamment éventuellement un rollover, la date réelle de départ peut être plus tardive et donc on a un taux de fret plus élevé. Pour ça, il s'agit de surveiller attentivement ces transports, se tenir informé des dates de départ prévues, sachant qu'elles peuvent évoluer régulièrement. Donc, il s'agit vraiment de suivre ça de très près et donc de s'assurer qu'au moment du départ, on sait combien ça va coûter. C'est l'information la plus fiable qu'on peut avoir. Et en effet, il est intéressant de prévoir un risque qui est celui que le prix du transport peut évoluer à la hausse s'il y a un décalage entre la date prévue de départ, qui n'est toujours qu'une date estimée, et la date réelle de départ, en effet. Alors, il y a une question, en effet, sur le positionnement, le placement des offres premium par comparaison avec les offres classiques. On peut dire qu'il y a une différence qui est comprise entre 10 et 20% entre les offres premium et classiques. L'enjeu pour les compagnies maritimes étant de dire, dès lors que l'espace se fera rare à bord d'un navire, eh bien, moi, compagnie maritime, je pourrais essayer d'endiguer le remplissage du navire lorsqu'il devient trop important en proposant du fret un prix plus élevé qui correspond à une rareté plus importante du fret sur le départ donné. Donc, en tout cas, l'ordre de grandeur à avoir en tête, c'est 10 à 20% pour le delta entre l'offre premium et l'offre standard. Alors, il y a en effet une intervention sur qui est tout à fait légitime, qui est de dire que c'est un peu surprenant que la compagnie maritime puisse changer le prix entre le moment du booking et le moment du départ, sachant qu'en effet, il y a une notion contractuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contractuellement, la date qui fait foi, c'est bien la date de départ. Donc, disons que on n'est pas hors du cadre contractuel lorsque pour un transport, on arrive à un taux de fret qui est plus élevé que ce qui avait été prévu parce que
la date de départ du navire est postérieure à ce qu'on avait prévu initialement. Cela dit, en effet, c'est très compliqué à gérer. Ça crée de la frustration chez vous, chez nous en premier lieu aussi. On essaie vraiment de défendre nos clients sur ces points-là. Néanmoins, on fait face à une norme sur le marché et on est obligé de s'y adapter actuellement. Mais ça rejoint aussi une question qui est intéressante, qui est comment les chargeurs interagissent avec les compagnies maritimes. C'est un sujet, encore une fois, j'évoque de nouveau, qui a été évoqué dans notre média Le Chargeur. Et donc, il y a eu des associations de chargeurs aux États-Unis et en Europe qui ont tenté une action auprès des autorités pour la régulation des comportements tarifaires des compagnies maritimes, et ce, sans succès pour le moment. Donc voilà, c'est encore une norme qu'on va devoir accepter pendant un certain temps. Alors, je prends les questions au fur et à mesure. Alors, il y a une question sur les contrats NAC, donc Nominated Account Contracts. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de la notion, un contrat NAC, c'est un contrat dans lequel un commissionnaire négocie avec une compagnie maritime des taux de fret sur un port pair donné, donc sur un axe donné, et ce pour une durée déterminée d'1 mois, 3 mois ou plus, pour un flux donné, un client donné, un importateur donné, par exemple. Et théoriquement, ce contrat NAC doit donner accès à des taux de fret stables et également des garanties de chargement. Le fait est qu'aujourd'hui, le fret maritime conteneurisé est tellement en surchauffe que souvent, ces contrats NAC ne peuvent pas être honorés opérationnellement. Et donc, on est obligé de réagir de manière plus flexible et on peut difficilement s'appuyer sur ces solutions de contrats NAC qui sont plus rassurantes, car plus stables, plus pérennes. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une notion qu'il est important de bien avoir en tête, c'est que le contrat NAC ne fait plus forcément foi. Alors, il y a une question sur la notion de rollover. Donc, le rollover, c'est quand un conteneur est donc laissé à quai, c'est-à-dire qu'il était prévu pour chargement sur un navire, mais finalement, il reste à quai car la compagnie maritime n'a pas été en mesure de faire figurer ce conteneur sur la liste de chargement pour le navire visé. C'est comme ça qu'on peut définir le rollover. Alors, on va continuer à descendre les questions. Alors, il y a une question très intéressante également sur les postes acheminement aux USA pour les conteneurs. Je vous lis la question. Le service perturbé des postes acheminement est-il voué à s'améliorer avant un éventuel retour à la normale du fret maritime en lui-même? Alors, c'est une question qui est très délicate parce qu'en effet, aux États-Unis, on a une pénurie de chauffeurs qui est devenue structurelle. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que le réseau logistique américain souffre d'une pénurie de transporteurs routiers. Et il y a un deuxième élément très important à prendre en considération qui se rajoute au précédent, qui est que il y a une demande qui est très, très forte pour les imports aux États-Unis en ce moment, qui est portée par tout un tas de facteurs, notamment les restrictions sanitaires qui ont été en vigueur pendant un certain temps aux États-Unis, qui ont provoqué un déplacement de l'allocation de l'épargne des services vers les biens de consommation. La demande est également portée par le fait qu'il y a eu un plan de relance par la consommation considérable à l'initiative de l'administration Biden. Donc, avec cette offre structurellement faible et cette demande en plein boom, il est sûr que dans les prochains mois, on va continuer à connaître malheureusement une situation du post-acheminement aux États-Unis qui est encore très compliquée. Là encore, il s'agit, selon moi, de vraiment réagir avec flexibilité. Par exemple, il y a des zones où la surchauffe du post-acheminement est plus forte. En Californie, près de Long Beach, eh bien, on a une surchauffe importante parce que Long Beach a récemment enregistré le plus fort volume d'import de son histoire. À l'inverse, il est plus facile d'évacuer des conteneurs depuis d'autres ports, comme celui de Houston, par exemple.
prends les questions telles qu'elles arrivent également. Alors, question intéressante sur le service premium, en effet, sur le rapport entre service premium et Sea Priority. Donc, la personne qui soulève ce point, en effet, évoque une modalité de priorisation du fret qui est celle appliquée par la compagnie maritime CMA-CGM. En effet, la CMA-CGM, pour faire simple, le fret premium correspond à l'option Sea Priority Go. C'est un produit, c'est le nom, disons, marketing qui a été donné à ce changement du fret en un fret premium. Alors, question intéressante également, quelle perspective pour des contrats long terme qui ne sont plus respectés? Doit-on privilégier un retour à des contrats court terme, moins de 6 mois, pour obtenir un taux de service acceptable et une meilleure flexibilité opérationnelle des compagnies maritimes? Alors, ce qui est sûr, c'est que les contrats de long terme actuellement, la remarque est tout à fait pertinente, sont peu ou pas respectés actuellement. Les plus gros chargeurs, donc des sociétés qu'on appelle Beneficial Cargo Owners, sont des gens qui ont des volumes colossaux, à plusieurs dizaines de milliers de TEU, par exemple, sur l'axe Asie-Europe. Même ces très très gros chargeurs voient leurs allocations réduites parfois jusqu'à 60%. Donc, il est tout à fait vrai de dire que les contrats long terme, pour des volumes importants, ne sont plus respectés. Maintenant, c'est un état de fait que ces conteneurs peuvent néanmoins être chargés, mais à des conditions qui ne sont pas celles qui ont été négociées pour le trafic long terme. Ce sont tout à fait les conditions court terme, avec éventuellement une premiumisation du fret pour rendre le chargement prioritaire, avec éventuellement un changement de routing, l'adoption d'un autre port de déchargement, et c'est tout à fait, en effet, un levier. Enfin, accepter la fin disons, accepter le fait que ces contrats long terme ne sont plus honorés et accepter le fait qu'il faut rentrer dans une logique plus spot aujourd'hui, c'est tout à fait un levier pour tenter d'améliorer la qualité de service qu'on peut obtenir de la part d'une compagnie maritime. Alors, je regarde aussi les questions qui tombent au fur et à mesure. On n'aura pas un temps infini. Encore une fois, il ne faudra pas hésiter, si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, à m'écrire. Mon adresse mail s'affiche de nouveau à l'écran. N'hésitez pas à la noter et à vous en servir si vous voulez poser davantage de questions. Alors, il y a une question également sur la gestion des rollovers. Est-ce que la gestion des rollovers peut changer d'une compagnie maritime à l'autre? Tout à fait. C'est une notion qui est de toute façon très, disons, variable d'une compagnie à l'autre. Il faut savoir qu'un rollover, concrètement, c'est le choix par une compagnie maritime de ne pas faire figurer un conteneur sur une liste de chargement pour un départ donné. Et ce choix est guidé par des contraintes opérationnelles. Il y a des personnes chez les compagnies maritimes, évidemment, qui sont en charge d'établir les plans de chargement, de voir comment un navire pourra être chargé selon les poids des conteneurs, selon le type de conteneur, selon le type de marchandise, dangereuse ou non, avec pour objectif d'optimiser, évidemment, le remplissage des navires. Parce que l'intérêt des compagnies maritimes, c'est de faire partir des navires qui soient les plus pleins possibles. Néanmoins, il y a dans ce cadre-là, la personne en charge de l'établissement du plan de chargement peut être amenée à supprimer un conteneur de la liste de chargement, simplement parce que cela permet une meilleure optimisation du remplissage du navire. C'est très compliqué à gérer pour nous commissionnaires et pour vous chargeurs, mais c'est une réalité et qui est guidée par une contrainte opérationnelle qui est réelle, de fait. Maintenant, le détail des critères opérationnels varie d'une compagnie à l'autre et c'est une chose sur laquelle nous, commissionnaires, n'avons pas tellement la main. Alors, une autre question intéressante. Toutes les questions sont vraiment intéressantes. À court, moyen terme, cette hausse des taux de fret ne va-t-elle pas freiner la demande de transport maritime, ce qui permettrait au marché de se rééquilibrer? Alors, c'est une perspective tout à fait intéressante. Le fait est que
il a été noté récemment une légère décorrélation entre la hausse du PIB mondial et le nombre de TEU transportés. En tout cas, la contribution concrètement du transport maritime, la relation entre transport maritime et commerce mondial a été un peu dégradée. C'est très théorique, mais c'est une réalité. Cependant, il n'en reste pas moins que le transport maritime est encore aujourd'hui la solution la plus fiable, la plus massive pour assurer le transport des énormes volumes de marchandises qui doivent transiter en premier lieu entre la Chine et les États-Unis, c'est le trade transpacifique, en second lieu entre l'Asie en général et l'Europe. Et en fait, seul le transport maritime, le maritime, disons, est le seul mode qui permette d'assurer ces flux colossaux, sachant que ça a déjà été un peu évoqué, la capacité en ferroviaire n'est pas extensible à l'infini. Concrètement, on se repose sur un réseau de rails qui n'est pas extensible à l'infini, alors qu'il y a une possibilité de gestion de la capacité qui est plus facile, qui est plus aisée en maritime. Donc, mon pronostic, c'est que cette situation de crise des taux de fret ne va pas nécessairement freiner considérablement la demande de transport maritime. Ou du moins, si la demande de transport maritime baisse, ce ne sera pas nécessairement à cause de ces taux de fret élevés. Il y a effectivement, une petite remarque là-dessus, des phénomènes de nearshoring, c'est-à-dire que certaines sociétés choisissent de s'approvisionner plus dans une zone qui soit plus rapprochée de leur lieu de production. C'est encore un peu minoritaire. Je regarde les autres questions pour voir si on peut répondre à davantage de questions. Alors, ça c'est... Alors, j'essaie de prendre les questions qui rejoignent le sujet. Alors, il y a une question sur un point qui a été évoqué pendant la présentation qui concerne l'utilisation de conteneurs réfrigérés non branchés, qu'on appelle aussi non-operating reefers. Ces conteneurs, en effet, sont proposés par les compagnies maritimes pour des imports depuis l'Asie vers l'Europe, principalement depuis la Chine vers la France ou la Belgique, par exemple. Le but étant pour les compagnies maritimes de rapatrier ces conteneurs réfrigérés, même sans les brancher, en Europe, de manière à assurer les possibilités d'opérer des transports, cette fois en température dirigée, depuis l'Europe vers d'autres zones. La CMA-CGM, par exemple, est une compagnie qui propose cela, mais d'autres compagnies maritimes proposent cela également. La compagnie H&M, Hyundai propose cela également. C'est une possibilité qui est connue et pratiquée. Voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout du temps imparti pour le webinaire. Encore une fois, on va s'attacher à répondre à un maximum de questions et quoi qu'il en soit, vous pourrez toujours nous poser vos questions par mail. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et voilà, j'espère que, en tout cas, ça a été utile pour vous tous. Et à l'issue du webinaire, bien entendu, vous pourrez avoir accès à un replay qui vous permettra éventuellement de reprendre les éléments de cette présentation point par point. Et enfin, comme évoqué pendant le webinaire, je vous recommande l'inscription au Chargeur, qui est notre média qui vous permet d'avoir en un email chaque semaine de nombreux éléments sur l'évolution du fret.
maritime, mais aussi aérien et ferroviaire. Donc, voilà, le lien s'affiche. N'hésitez pas à vous abonner, à utiliser cette newsletter comme source d'information. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre présence, votre participation, pour toutes ces questions intéressantes. C'était un plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et une bonne fin de semaine.